Bonjour, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver aussi nombreux pour parler d'un sujet bouillant de chez Bouillant, celui de l'IA générative. C'est tellement bouillant que même ma mère m'en a encore parlé ce week-end de ce sujet de l'IA générative. Donc vous allez voir qu'il y a de quoi dire, puisque le grand public s'en est très vite saisi. Qui n'a pas utilisé ChatGPT, qui n'a pas utilisé DALL-E et toutes ces merveilleuses solutions pour le grand public? Mais maintenant, il va être grand temps de s'en soucier dans l'entreprise. Comment tirer la puissance de l'IA générative pour vos métiers, pour vos opérations, pour en faire un véritable vecteur de productivité? Comment utiliser l'IA générative au quotidien? Comment l'intégrer correctement dans l'entreprise en respectant tous les besoins en termes de sécurité, de confidentialité, de change? C'est ce qu'on va voir sur ce webinaire où rien n'a été généré par l'IA générative. Vous allez voir que nous sommes bien humains. Je vais recevoir avec moi Didier Gauthier, qui est un véritable expert de l'intelligence artificielle de business et décision, et Mathieu Bretz, qui est responsable des solutions Data et IA chez Microsoft France. Donc vous allez voir que ça va être passionnant. S'il vous plaît, n'hésitez vraiment pas à interagir avec nous, à nous poser toutes les questions que vous le souhaiterez. Ce webinaire va être très actif, interactif. On va quasiment pas vous présenter de slides, si ce n'est en intro. On va ensuite très vite passer en mode échange, interview avec Mathieu et Didier. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On les prendra autant que possible au fur et à mesure, ou sinon en fin de webinaire. Je suis Mick Lévy, je suis directeur de l'innovation business pour le groupe Business et Décision. Ça fait 22 ans maintenant que je travaille chez Business et Décision, que je travaille pour accompagner toutes les stratégies data et IA des entreprises. Et je suis ravi de partager mon expérience avec vous, puisque je rencontre une centaine d'entreprises par an pour les conseiller sur leur volet stratégique autour des usages de la data, de l'IA. Et mon rôle est ensuite de vous en faire bénéficier par ces webinaires, par un certain nombre de publications et aussi par des conférences dans les entreprises, notamment pour les CODIR, notamment pour les COMEX, mais aussi pour les collaborateurs de manière générale et pour accompagner aussi les stratégies data et IA des entreprises. Alors, de quoi on va se parler sur ce passionnant webinaire? On va d'abord faire le point sur ce qu'est l'IA générative et pourquoi les entreprises doivent accélérer, pourquoi c'est le bon moment pour y aller et pourquoi il ne faut plus attendre pour créer de la valeur et prendre un véritable avantage concurrentiel grâce à l'IA générative. On verra aussi comment adapter GPT, donc ce formidable foundation model, comme on l'appelle. Donc, c'est un modèle pré-entraîné avec un nombre de paramètres gigantesques. On y reviendra avec Mathieu, qui permet de répondre à énormément de questions. On verra comment l'intégrer dans l'entreprise et comment bâtir vos propres cas d'usage sur cette base, sur cette fondation qui est le modèle GPT, qu'on peut déjà tous utiliser d'ailleurs au quotidien, vous le savez. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur business et décision, si vous ne nous connaissez pas. Business et décision, donc nous sommes une société de conseils et de services digitaux spécialisés sur tous les sujets de la data, et ça à 360 degrés, depuis des phases très amont d'idéation jusqu'à du très aval, depuis des gros projets d'infrastructure avec des data warehouse, data lake, jusqu'à des projets de mise en œuvre de data vis, de dashboard, et bien sûr des projets d'IA qu'on réalise depuis déjà quelques années. Alors, l'IA générative, évidemment, vient encore redistribuer les cartes, vient proposer de nouveaux cas d'usage, mais on a des équipes dédiées à l'IA depuis déjà quelques longues années, je dirais. Vous voyez, côté business et décision, on adore travailler avec des partenaires technologiques. On travaille avec plus de 60 solutions du marché et évidemment avec Microsoft, avec Azure, qui est dans nos partenariats privilégiés, qui est dans nos partenaires stratégiques avec qui on a développé énormément de projets et ce qui nous permet de vous proposer les solutions de Azure OpenAI directement dans nos projets grâce à ce partenariat. On va faire le point là-dessus. Vous savez aussi, Business et Décision fait partie du groupe Orange Business depuis maintenant 5 ans. Et donc ça nous permet de vous proposer des solutions encore élargies sur tous les sujets du digital de manière générale, du cloud aussi en particulier. Alors, si vous souhaitez nous retrouver, sachez qu'on réalise beaucoup d'événements en dehors de ces webinaires. Notre prochain événement sera notre roadshow data et IA.
C'est d'ailleurs moi qui participerai et qui aurai le plaisir d'y animer une keynote autour du triptyque gagnant de la data, de l'IA et du green pour 2023. Donc, on reparlera forcément de ce sujet de l'IA générative. Le roadshow démarrera à Toulouse dans 2 semaines, je crois. Ce sera le 23 mai. Et on passera aussi par Bordeaux, par Lyon, par Nantes, par Marseille. Et puis évidemment, on fera une date pour clôturer tout ça à Paris. Ce sera tout début décembre. On vous en reparlera avec notre événement phare, qui est la matinale de la data et l'IA, qui aura lieu tout début décembre sur Paris. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Paris le 25 mai pour un afterwork Cheese and Wine qu'on aura le plaisir d'animer avec un partenaire qui s'appelle Splunk sur tous les sujets d'observabilité du système d'information et d'observabilité en règle générale. Alors, si on rentrait maintenant dans le vif du sujet, de ces sujets de l'IA générative. Le sujet de l'IA, il est déjà omniprésent et ça date pas d'hier, ça fait déjà quelques années que l'IA nous entoure, que l'IA est très présente dans l'entreprise. On a développé chez Business et Décisions ces dernières années des dizaines et des dizaines de projets d'intelligence artificielle basés sur du prédictif, avec de la reconnaissance d'images, sur des technologies très avancées de machine learning, de deep learning, on y reviendra. On a eu énormément de projets, mais là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a un point d'inflexion dans lequel on passe de l'IA qu'on pourrait qualifier d'omniprésente mais silencieuse. Finalement, elle était un peu en retrait, elle était en back-office, même si elle était omniprésente, à une IA qui est maintenant tonitruante. C'est ça la grande nouvelle finalement qu'on a avec l'IA générative. On va le voir, bien sûr, on a eu des progrès technologiques, mais finalement rien de vraiment révolutionnaire. C'était une évolution qu'on a vu arriver d'un point de vue algorithmique en particulier ces dernières années. Ce qui va être révolutionnaire, c'est ce nouveau mode d'accès à l'information grâce à l'IA générative, et c'est le fait que l'IA maintenant s'exprime, crée des choses. Elle crée du texte, crée de la voix, du son, de l'image, de la vidéo, et c'est cette puissance-là qui va amener énormément de nouveaux cas d'usage dont il faut se saisir rapidement pour l'entreprise. Sur tous ces nouveaux sujets d'innovation, c'est toujours la même histoire. Les premières entreprises prennent un avantage concurrentiel quand elles y vont dans les premiers sur ces sujets-là. Les entreprises qui suivent doivent juste suivre, rattraper pour rester au niveau de ce qui se fait sur le marché. Mais l'avantage concurrentiel va être pour toutes les entreprises qui partent vite, et c'est pour ça qu'on vous propose ce webinaire ce matin pour vous permettre de faire partie de ces entreprises qui vont prendre cet avantage concurrentiel. Alors, il y a eu une étude de Gartner qui date de la semaine dernière, vous voyez, du 27 avril, c'était pas la semaine dernière, je ne sais plus quelle date on dit, je suis un peu perdu, je dois vous l'avouer, mais qui est encore toute récente en tout cas, donc le 27 avril, où Gartner sont venus interroger plusieurs milliers de répondants, il y a eu 2544 répondants précisément à ce sondage, et qui dit quoi? Les bénéfices de l'IA générative pour l'entreprise sont très bien compris. Pour 70% de décideurs, les bénéfices sont au-delà des risques. On a plus de bénéfices à faire l'IA générative que de risques à faire l'IA générative pour les décideurs de ces entreprises. Et face à ça, évidemment, on est face à une vague qui est toute nouvelle et qui est montante. Seuls 19% des entreprises ont initié un projet. Et encore, sur les projets qu'elles ont initiés, c'est généralement des projets un peu d'observation, éventuellement de POC. Une toute petite minorité a déjà déployé des projets en production autour de l'IA générative. Donc, vous voyez, quand je vous disais qu'on était face à quelque chose qui était de l'ordre de l'innovation et où il y a un avantage concurrentiel qui est à prendre pour les premiers entrants, ces chiffres-là viennent l'illustrer extrêmement bien. Et donc, la question que vous devez tous vous poser, et si vous êtes aussi nombreux ce matin sur ce webinaire, c'est pour répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec l'IA générative? On va y répondre pendant notre entretien. On va vous donner des exemples très concrets de cas d'usage de l'IA générative pour les entreprises. Et puis aussi, comment y aller? Sur ce comment y aller, bien sûr, Business et Décisions est là pour vous accompagner sur les solutions de Microsoft grâce à ce partenariat stratégique qu'on vous met à disposition entre Business et Décisions et Microsoft sur ce sujet de l'IA générative en règle générale, mais on travaille aussi sur tout un tas d'autres sujets autour des solutions Azure notamment. Donc c'est un peu la page pub, mais je voulais vous la donner pour vous montrer sur quelle feuille de route on va pouvoir vous accompagner et aussi quels sont les jalons que vous allez avoir à mettre en place pour aller rapidement sur ce sujet de l'IA générative. Le tout premier sujet, c'est celui de l'acculturation.
c'est la toute première question dès lors qu'il y a une nouvelle vague technologique comme celle-là qui arrive. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Comment ça va nous permettre de le faire? Comment on fait qu'il y a effectivement des bénéfices qui vont largement au-dessus des risques? Comment on arrive à mitiger les risques, à les réduire? Les risques, on en reparlera autour de l'éthique, par exemple, autour du fait d'avoir des réponses qui ne sont pas toujours parfaitement exactes. Tous ces sujets-là, on en reparlera. Et en tout cas, elles nécessitent d'être comprises par l'entreprise, d'où ces besoins d'acculturation. On a une offre pour ça qui s'appelle AI Insiders, dans laquelle on intervient sous forme de conférences, de formations, d'ateliers interactifs pour faire comprendre à vos équipes comment y aller et pourquoi il faut y aller aujourd'hui. Deuxième phase, ça va être la phase d'idéation. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire de cette IA? Quels vont être les cas d'usage spécifiquement pour votre entreprise qui vont être les plus pertinents, qui vont amener le plus de valeur? Là aussi, on a une offre qui s'appelle AI Thinking, qui est un atelier hyper actif d'une journée dans laquelle on vous proposera de sortir de votre entreprise, on vous accueillera dans nos locaux ou dans des locaux externes pour vous inspirer et de venir avec 10, 20 personnes, côté IT, côté métier, côté data, pour participer à un grand brainstorming guidé sur nos méthodos pour vous faire profiter de ça et parvenir à identifier les cas d'usage les plus concrets et ceux qui vont amener le plus de valeur pour l'entreprise. Une fois qu'on aura cette liste de cas d'usage, on sort bien souvent de ces séances d'idéation avec 10 à 15 cas d'usage qui sont priorisés, qui sont qualifiés en plus pendant la séance d'idéation, et ben on va pouvoir partir sur un mode projet. Et là aussi, on peut vous accompagner sur deux choses. Sur d'abord les modes POC, où on a développé une méthodologie exclusive qu'on a appelée AI Starter, pour vous aider à mettre donc ce pied à l'étrier sur les solutions Azure en particulier, et Azure OpenAI, et pour donc pouvoir développer très rapidement un POC, un premier projet dans le cloud Azure sur ces solutions d'IA générative. Et puis évidemment, il ne faut pas refaire la même erreur que sur les précédentes générations d'IA. Il faut penser tout de suite industrialisation, et ça, on vous guide avec notre méthodo MLOps pour Machine Learning Operations. C'est donc toutes les approches à la fois méthodologiques, à la fois d'outils, à la fois algorithmiques qui vont vous permettre de penser industriel dès le début des projets. Et donc, on peut vous accompagner de bout en bout sur ces projets de développement, de POC d'abord, de projets industriels à l'échelle de l'entreprise. Et enfin, dernière chose, l'IA générative vient, je crois, plus que jamais bousculer les habitudes de travail. Elle inquiète aussi beaucoup dans les entreprises. Vous avez certainement lu comme moi beaucoup d'articles sur ce sujet. On pourra en reparler. Je pense que beaucoup de choses ne sont pas très bien fondées. Par contre, ce qui est sûr, c'est que on a un nouvel outil qui va énormément bousculer nos manières de travailler dans beaucoup de métiers, notamment dans tous les métiers dits intellectuels. Donc, il va falloir aussi travailler sur cette conduite du changement, sur cette adaptation des processus, sur ces nouvelles manières de travailler, sur le fait de s'accaparer de façon efficace ces outils. Et pour cela, on a une équipe dédiée à ça qui s'appelle Métaphora. Métaphora accompagne toutes les transformations humaines liées aux nouveaux projets data et d'IA. Donc, un véritable savoir-faire et des consultants spécialisés en conduite du changement pour ces disciplines-là de la data et de l'IA. Et donc, on pourra vous accompagner avec un plan de changement, avec de l'accompagnement, de la formation, avec tout ce qui se fait dans ce domaine pour vous préparer et pour permettre à toute l'entreprise d'utiliser efficacement ces solutions d'IA générative. Donc, vous le voyez, 4 étapes pour vous permettre d'accélérer rapidement sur l'IA. Certaines étapes peuvent aller très vite. On organise en ce moment même toutes les semaines des conférences pour des CODIR, pour des COMEX, pour des métiers dans les entreprises sur le sujet de l'acculturation. Ça va vite. Les idéations, c'est une journée pour permettre d'identifier les bons cas d'usage et ensuite de partir en POC. Et là aussi, les POC, c'est de l'ordre de quelques semaines pour avoir déjà quelque chose d'utilisable, de concret pour l'entreprise et qui puisse ensuite être déployé à l'échelle industrielle. Donc, on vous accompagne de bout en bout, depuis le think, depuis l'imagination, jusqu'à la réalisation en mode industriel et avec les solutions Azure OpenAI en particulier sur lesquelles on peut faire le point directement. Alors, il est maintenant temps de passer en mode interview et je vais accueillir avec moi Mathieu Brett de Microsoft et Didier Gaultier de Business et Décision. Bonjour à tous les deux. Bonjour Mick, bonjour à tous. Comment allez-vous tout d'abord?
Très bien. Touchez-vous, pincez-vous pour montrer qu'on est bien réel, hein, qu'on n'est pas des, des gens générés par des IA. Vous nous voyez bien pour de vrai, c'est super. Écoute Mathieu, je te laisse te présenter. Oui, du coup, moi je suis Mathieu Brett, je travaille dans les équipes Microsoft France, hein, dans les équipes Azure. Donc j'ai en charge le go-to-market de nos produits et services data et intelligence artificielle. Donc il y a toute une gamme de produits autour de la partie analytics et sur l'intelligence artificielle. Donc alors, il y a des produits comme Azure Machine Learning, des services cognitifs. Et Ouais. bien sûr, on va en parler, tout ce qu'on a développé sur les large language models avec OpenAI. Et donc c'est une gamme de produits qui s'appelle Azure OpenAI Service. Et donc toi, tu es en charge du go-to-market, c'est avec toi qu'on travaille beaucoup, nos équipes travaillent beaucoup avec tes équipes aussi pour déployer des premiers projets. On est vraiment ravis de t'avoir avec nous, Mathieu. Merci beaucoup de l'heure De que même. tu as passée avec nous. Didier, je te laisse te présenter aussi, même si tu es quelqu'un de bien connu de ceux qui nous suivent sur les webinars Business et Décision. Et c'est toujours un plaisir de les rencontrer. Donc Didier Gauthier, je suis le directeur du pôle intelligence artificielle et data science de Business et Décision France, pôle qui regroupe à peu près 130 consultants, data scientists, data ingénieurs, data analystes, chefs de projet. Et je suis aussi directeur pédagogique de l'école de la data et de l'IA, école d'IA, qui a déjà diplômé plus de 150 personnes. Super. D'ailleurs, Didier, tu me tends une perche. Il y a beaucoup de monde sur ce webinar. Alors, bien sûr, on a beaucoup de monde parmi nos clients. On est ravis de vous avoir avec nous. On a aussi du monde parmi nos partenaires, notamment coucou à tous les gens de Microsoft, d'OpenAI. Et aussi, je sais qu'on a beaucoup de concurrents qui participent à ce webinar et on est ravis de pouvoir partager notre savoir-faire, notre vision d'un tel sujet avec l'écosystème de manière large. Néanmoins, si certains d'entre vous veulent bouger, veulent chercher un job, veulent travailler sur ces sujets d'IA générative, sachez qu'on recrute à tour de bras chez Business et Décision et effectivement, en plus, avec une capacité à vous faire grandir via cette école de la data dont Didier a la charge pédagogique. C'était la petite parenthèse. On est ravis en tout cas de vous avoir aussi nombreux sur ce webinaire. Je propose maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet. Je vais couper même mes slides pour qu'on puisse vraiment rentrer en mode échange entre nous, messieurs. Alors Didier, on parle énormément de ces IA génératives, mais je le disais un petit peu en intro, finalement, on l'avait vu arriver, on peut dire d'un point de vue en tout cas technologique. On n'avait pas vu arriver la vague telle quelle, hein, il faut être honnête, mais d'un point de vue technologique, tout était en place pour que ça se passe comme ça depuis des années. Quels sont les grands fondements technologiques finalement de ces IA génératives? Qu'est-ce qu'elles ont de différent par rapport aux IA précédentes? Eh bien, tu as raison, Mix, c'est une véritable évolution technologique. Je dirais que c'est à la fois une évolution technologique, et on va voir pourquoi, c'est une innovation, et l'impact que ça a, c'est une petite révolution, puisque ça va révolutionner l'interaction homme-machine, en fait, hein, dans le futur. En fait, ce qu'on peut dire, si tu veux, c'est que jusqu'à présent, quand on faisait des IA, on a déjà fait plus de 150 projets d'IA chez nos clients, chez Business et Décision. Ce qu'on faisait avant, c'est une IA avait un mode d'apprentissage. Alors, tu sais qu'il y a 4 modes d'apprentissage. Il y a l'apprentissage non supervisé, supervisé, auto-supervisé, renforcé. Je ne vais peut-être pas rentrer dans trop de détails techniques Ah bah là bon, maintenant, voilà, sur comment ça fonctionne. Mais la grosse innovation, l'énorme innovation de l'IA générative, c'est que la même IA va cumuler ces 4 modes d'apprentissage. C'est-à-dire que tu vas avoir, par exemple, pour la génération de texte, de l'analyse non supervisée pour créer l'espace, pour transformer ces mots en nombres. Ensuite, tu vas avoir l'apprentissage auto-supervisé qui va permettre, en fait, GPT, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça produit tout simplement le prochain mot d'une phrase. Ça paraît totalement idiot de le dire comme ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que tu donnes une phrase de départ à GPT, quelle que soit la version, et lui te prédit seulement le prochain mot. ouais. Tu vois, et donc ça s'appelle de l'apprentissage auto-supervisé. Alors ça ne fait pas un chatbot, ça ne fait pas un bot. Par-dessus ça, il y a une couche qui s'appelle Instruct GPT, qui a été développée par OpenAI également, qui en fait fait de l'apprentissage supervisé, qui va permettre effectivement de faire des questions-réponses pour que pour que le bot soit capable parce qu'en fait, le GPT, si tu lui donnes une question comme ça, il peut te répondre par une autre question, si tu veux. Lui, il fait que compléter ce que tu lui as donné. Par exemple,
tu lui demandes s'il fait beau aujourd'hui, il va te répondre peut-être, je ne sais pas s'il fera beau demain, parce que c'est peut-être sa suite logique à lui, tu vois. Donc, il faut rajouter une couche par-dessus ça, qui est InstructGPT, qui va faire en sorte que le système fasse des réponses à des questions. Que ton prompt devienne une question. Et donc ça, c'est de l'apprentissage supervisé qui rentre en ligne de compte. Et alors, c'est pas fini, il y a encore 2 couches au-dessus de ça. La couche juste au-dessus, si tu veux, c'est une couche d'apprentissage renforcée, parce que si tu veux, si tu fais ça, ben, le système, il peut répondre à n'importe quelle réponse, en fait, à partir du moment où ça lui semble plausible, via ces algorithmes. Je te rappelle que dans ces algorithmes-là, ce ne sont que des multiplications et du traitement matriciel, en fait, en réalité. On revient toujours sur des maths, hein, dans tous les cas. Et voir sur des 0 et des 1 si on va au bout du bout. Ça n'est que des multiplications et du traitement matriciel, mais sur des dimensions gigantesques. Parce que nous, à l'école, on a peut-être fait des matrices 3 par 3, pas 4 par 4, mais là, on va parler de matrices 1000 par 1000, 10 000 par 10 000, ce qui est énorme. Hein. Ouais, et donc, si tu veux, l'apprentissage renforcé, ça fait, ben, on a donné des questions à poser à ChatGPT, enfin à GPT en l'occurrence, et il a proposé plusieurs réponses possibles, et ce sont des humains qui ont choisi quelle était la réponse la plus adaptée à la question. Donc ça, cette couche, elle est indispensable, c'est ce qui rend l'utilisation de GPT confortable, si tu veux. Et puis, après, tu as une couche de sécurité qui interdit certains mots, qui interdit certaines expressions. Mais alors, voilà comment ça fonctionne. Donc, bien effectivement que finalement la puissance de ces modèles-là, d'avoir tiré parti de tout ce qu'on a appris en IA depuis des années, notamment sur les technos de deep learning. On a parlé des très gros modèles qu'on appelle les transformers, et puis appliqué à tout ce qui est génération de texte, on parle des LLM, Large Language Modeling, qui sont donc ces modèles avec énormément de langage. Mathieu, on pourrait dire que sur le volet infra, finalement, il en est un peu de même, puisque évidemment, il a fallu des grosses infras pour entraîner ces IA et pour les faire tourner. Donc là aussi, on tire parti de ce qui était déjà en place, notamment dans le cloud, c'est ça? Oui, tout à fait. Et puis si en fait, alors effectivement, c'est ChatGPT qui est un peu le buzz là en novembre-décembre dernier, on a vu une courbe d'adoption phénoménale, enfin plus qu'exponentielle, c'est du jamais vu. Mais en fait, tout ça, ça remonte à un certain temps. Donc déjà, effectivement, OpenAI, si on prend cette société, au début, c'était une association qui a été créée en 2015. Et rapidement, pour avoir un développement et puis atteindre leur ambition en tant qu'entreprise, ils ont fait évoluer le statut et ils ont noué un partenariat exclusif avec Microsoft pour motoriser l'entraînement de ces modèles. Si on regarde GPT-3, donc GPT-3 qui a évoqué Didier, c'est un modèle qui a nécessité 175 milliards d'hyperparamètres. Donc, pour l'entraînement, Wikipédia représentait 3% du corpus de data, seulement 3% en volume. Donc, c'est pour montrer un petit peu tout le travail qu'il y a eu. Enfin, derrière, il en fallait des GPU pour faire cet entraînement. Donc, dès 2019, il y a eu un partenariat exclusif entre OpenAI et Microsoft pour motoriser l'entraînement de ces modèles. Et puis aussi, ça a donné lieu après à l'inclusion de cette IA générative de modèles OpenAI dans certains produits Microsoft. Donc effectivement, la partie infrastructure, c'est une partie clé en termes de puissance de calcul, de GPU disponible à l'instant T. Donc là, c'était vraiment, on a investi $1 milliard en 2019 pour avoir un supercalculateur dédié à l'entraînement de ces modèles. Et là, en début 2023, on a annoncé reconduire sur plusieurs années un partenariat exclusif. On injecte encore plusieurs milliards de dollars pour justement motoriser l'entraînement des futurs modèles. Donc là, il y a GPT-4 qui est sorti, mais il y en aura d'autres. Et donc, que ça se passe sur la partie entraînement ou inférence, il faut bien sûr la puissance du cloud et l'élasticité. Du coup, Mathieu, de ce que je comprends de l'offre Microsoft, mais tu es bien là pour nous expliquer, on peut dire qu'il y a un peu deux mondes. C'est-à-dire il va y avoir toute l'intégration de l'IA générative dans tous les outils du quotidien, la bureautique, dans GitHub, donc le repository pour les développeurs, mais il va y avoir aussi la capacité à développer des modèles d'IA génératifs dédiés sur mesure qui vont être disponibles sur Azure OpenAI. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, il y a GitHub Copilot qui permet pour des développeurs qui utilisent GitHub Copilot d'avoir l'IA qui va leur aider à générer du code. Et donc, c'est assez, on
on a certaines métriques puisque ça n'a pas été lancé il y a quelques mois, mais ça existe déjà depuis quasiment un an. Donc, il y a 45% du code sur GitHub Copilot qui est généré par l'IA. Donc, en fait, les développeurs, c'est pas utilisé, faut pas croire que c'est utilisé par des citizen développeurs, c'est vraiment utilisé par des développeurs chevronnés qui vont finalement s'appuyer sur, qui vont rentrer en commentaire, par exemple, des instructions pour qu'il y ait du code qui soit correspondant, qui soit généré, quel que soit le langage. Et après, donc c'est vraiment un facteur d'accélération en termes de productivité, parce que eux, après, ils vont devenir un peu des méta-architectes. Donc, il faut voir, c'est pas vraiment de copilot, c'est pas, enfin, au final, le pilote, ça reste l'humain, mais c'est vraiment une assistance, et que ça soit pour les développeurs avec GitHub Copilot, ou aussi on a fait des annonces en mars sur le lancement de Microsoft 365 Copilot pour la productivité des individus au sein des organisations, la suite Microsoft 365 Dynamics aussi avec Viva Sales, la partie supply chain, la partie donc pour les marketeurs, pour les vendeurs, et aussi on a aussi Security Copilot. Donc il y a toute une suite de Copilot pour vraiment assister l'individu. Et après, comme tu as dit, Mick, l'idée, l'enjeu pour toutes les entreprises, c'est de pouvoir aussi s'approprier cette IA générative, la puissance de cette IA générative, et d'en tirer les bénéfices par rapport à l'étude Gartner que tu évoquais, pour voilà, développer leur propre cas d'usage avec leur corpus de data. Et c'est vraiment tout le sens avec notre offre qui s'appelle Azure OpenAI Service qu'on propose. Donc, c'est de développer, de customiser ces modèles par rapport aux enjeux de l'entreprise avec, bien sûr, l'accompagnement business et décision. Et on y reviendra, et dans un cadre très sécurisé. Il faut tout de suite qu'on tue un truc, je crois, qui est le fait de différencier ChatGPT, qui est le chat grand public, et dans lequel, je pense que vous l'avez tous lu comme moi, il faut être très prudent quant aux données qu'on laisse, quant aux prompts qu'on va laisser, du coup aux données qui pourraient être confidentielles, qu'on pourrait être amené à partager avec ChatGPT. Il faut être très prudent. Et il faut complètement différencier ça du fait de disposer de GPT dans un environnement sécurisé et dédié, qui est celui d'Azure, où là, on tombe sur le coût de l'usage du cloud Azure par une entreprise, et donc dans lequel Microsoft garantit la confidentialité, la sécurité, etc., etc. Ouais, tout à fait. Pour compléter ce que tu as dit, Mick, alors effectivement, nous, on a vraiment un positionnement très fort par rapport à l'utilisation donc des données des entreprises avec cette IA générative. Donc, notre garantie, c'est que les données des entreprises restent la propriété de ces entreprises, qu'elles ne vont pas servir à l'entraînement d'un modèle, que ce soit un modèle d'OpenAI ou un modèle de Microsoft. Les données sont chiffrées. Elles peuvent, les entreprises, si elles le souhaitent, peuvent aussi utiliser leur propre clé de chiffrement. Et aussi, donc, il y a tout un framework de sécurité avec donc des politiques de contrôle d'accès précises pour dire voilà, telle ou telle personne est habilitée à avoir tel ou tel corpus de data. Donc, c'est vraiment dans l'essence, dans l'ADN même de notre offre Azure OpenAI Service. Voilà. Donc, pour toute la suite du webinaire, hein, je vous le dis tout de suite, c'est sur ce sujet-là qu'on va se concentrer. Tout ce qui va arriver dans les outils bureautiques, tout ce qui va arriver dans Copilot, etc. Bon, on est sur un peu un autre sujet que celui que nous, on veut voir. Celui que nous, on va voir là sur la suite du webinaire, c'est comment utiliser au mieux cet environnement sécurisé, confidentiel qui est Azure OpenAI Service pour développer des cas d'usage génératifs spécifiquement aux entreprises. Et on va tout de suite rentrer dans la question qui me semble être la question clé, qui est qu'est-ce qu'on peut en faire? À quoi ça va servir? Quels vont être les cas d'usage à développer en priorité pour les entreprises? Alors déjà, Mathieu, de manière générale, est-ce que tu peux un peu nous donner les grandes familles de cas d'usage qu'on va avoir autour de l'IA générative? Je précise, on va beaucoup parler d'IA générative de texte, hein, en particulier, parce que c'est ça qui va apporter le plus de valeur à l'entreprise, parce que les entreprises ont énormément de données de texte disponibles et qui sont pour l'instant pas du tout valorisées. Donc, on va se concentrer pour la suite du webinaire aussi beaucoup sur les données de texte. Mais on va reparler ensemble sur un autre webinaire des données de génération d'images et de tout ce qui est génération d'images, de sons, de vidéos, etc. Donc, sur le texte, Mathieu, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire donc de GPT et de Azure OpenAI Service? Ouais, alors peut-être juste un aparté sur la génération d'images pour des use cases, donc qui est tout ce qui est créativité. Donc effectivement, il y a le modèle DALL-E qui existe, qui est disponible dans Azure. Effectivement, là, on va moins en parler, on va plutôt s'intéresser à la suite de modèles. Donc GPT, donc c'est une suite de modèles general purpose. GPT-3 s'était entraîné avec 175 milliards d'hyperparamètres. Et il y a ChatGPT qui est plutôt un modèle qui est dédié, qui a été fine-tuné sur la partie conversationnelle et qui va garder le contexte avec 1,5 milliard de parlers. Donc, c'est
C'est un modèle un peu une émanation de GPT 3.5. Donc, on parle de ces modèles et aussi de codex pour on va distinguer 4 macro cas d'usage. Vous avez toute la partie génération de contenu. Donc, sur la génération de contenu, alors les cas d'usage sont multiples, mais ça peut être, on peut imaginer pour une équipe marketing générer une tagline par rapport à différentes, un prompt, donc des instructions. Ça peut être aussi la génération d'emails dans un contexte de vente. Il y a la partie résumée. Alors, la partie résumée, c'est la deuxième partie qui est très importante. On voit qu'on a beaucoup déjà de déploiements, de cas concrets de projets qui consistent à analyser des données de call center, des données d'interaction client ou autres, ou faire des résumés aussi de posts dans les médias sociaux, dans les réseaux sociaux. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser, en l'occurrence GPT-3 ou GPT-4 pour avoir cette analyse et avoir des insights. Enfin, il y a la partie génération de code. Donc là, je l'ai évoqué, c'est avec Codex qui alimente GitHub Copilot. Alors maintenant, c'est GPT-4 il y a eu une annonce en mars dernier avec GitHub Copilot X, qui est une version améliorée. Donc les modèles s'enrichissent. Et là, l'actualité est dense. Il faut vraiment suivre les annonces. Mais bon, globalement, voilà, effectivement, tu as tout un cas d'usage autour de la génération de code pour les développeurs. Mais déjà sur GitHub Copilot, on peut dire que, donc c'est ce que je disais, 46%, 45% du code est déjà généré par l'IA. On constate, les développeurs qui le disent, il y a des études que ça améliore significativement la productivité, donc de l'ordre de 55%. Donc, enfin voilà, il y a un no-brainer, c'est un caractère vraiment d'accélérateur de la productivité. Et enfin, le dernier point, et c'est toute la partie recherche sémantique. Donc, on voit que les entreprises ont beaucoup de corpus de documents. Et là, c'est vraiment clé, puisque notamment pour avoir des taxonomies un peu spécifiques propres à certains métiers d'entreprise qui sont un peu compliqués. Des fois, il y a des équipes qui sont même dédiées à répondre en un support d'expertise à telle ou telle question sous tel ou tel corpus de documents. Donc là, on peut vraiment, avec ces modèles LLM, apporter des réponses. Alors, justement, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'à partir de ces 4 grandes familles de cas d'usage, on explore tous les 3 ensemble un peu quels sont des cas d'usage très spécifiques, des choses auxquelles pensent déjà les entreprises ou parfois déjà mises en œuvre. Didier, sur quoi on commence à porter les premiers travaux de ton côté? Alors, on a déjà des clients qui nous ont déjà fait des demandes sur l'implémentation de premiers cas d'usage sur Azure OpenAI. Hein. Alors, évidemment, il y a des choses qu'on peut faire tout de suite et puis il y a des choses qu'on va pouvoir faire très, très bientôt. Dans ce qu'on peut faire tout de suite, ce qui est clair, c'est qu'on peut donner un corpus de documents qu'on peut mettre dans Azure et on peut les faire analyser par différents modèles qui sont présents dans Azure. Donc aujourd'hui, GPT 3.5 ou DaVinci ou des modèles comme ça, et GPT-4 qui arrive, je crois, dans les jours qui viennent. En fait, ce que tu vas pouvoir faire, par exemple, c'est de faire une fiche produit sur un produit. GPT-4 est déjà disponible sur Azure OpenAI Service. Alors, et après, il est disponible sur le modèle d'inférence, ça tourne aux États-Unis, contrairement à ChatGPT qui est déjà disponible dans nos data centers en Europe. D'accord. Et GPT-4 de 2 semaines au mois, en tout cas, ça va arriver en Europe aussi. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, petite c'est précision. bien d'avoir Microsoft avec nous, Didier, ça nous permet d'avoir toutes les annonces les plus fraîches, les versions de modèles et tout. Et ça vous maintenant, si on avait une tous les jours, donc effectivement. Ouais, c'est ça. Non, mais ça va aller très vite, effectivement, l'évolution dans ce domaine. Donc, en tout cas, ce qui est faisable tout de suite, c'est on va pouvoir mettre des documents dans Azure. Alors, on ne sera pas limité en termes de quantité de documents. Ces documents, comme le disait Mathieu, toujours maintenus confidentiels parce qu'ils sont dans un univers Azure. Et on va pouvoir faire analyser ces documents aux différents modèles, dont évidemment GPT. Donc ça permet quoi? Ça permet déjà, par exemple, aujourd'hui, on a énormément de clients qui font du e-commerce, par exemple. Ces clients-là mettent jusqu'à 100 à 150 nouveaux produits en ligne chaque jour sur leur site. Et ça nécessite un effort énorme de documentation, et pour le coup, à la fois d'images et de texte. Et on va pouvoir demander à Azure de générer les fiches produits automatiquement. Ça, c'est juste fabuleux. On peut même imaginer que, alors là, pour le coup, dans un futur un peu plus lointain,
avec une simple image, on pourra générer une grosse partie de la description du produit. Et ça va pouvoir être mis directement dans ce qu'on appelle un PIM, c'est-à-dire un Product Information Management System, c'est-à-dire une base de données qui va alimenter le site web e-commerce. Alors, on peut le faire pour des sites web e-commerce, mais on peut le faire pour des produits physiques aussi. Par exemple, tu vois, j'ai un client qui nous a demandé il n'y a pas longtemps, dans l'immobilier, pour faire la promotion d'immeubles neufs, d'être capable de générer une fiche descriptive du bien en prenant en compte tout l'environnement. Par exemple, à quelle distance sont les écoles, qu'est-ce qu'il y a comme commerce, quelles sont les facilités pour le transport, etc. etc. Et ça, GPT peut tout à fait le faire assez brillamment, en fait. Alors ça, c'est une première famille de cas d'usage. On va pouvoir aller… Moi, j'en ai d'autres. J'aime bien regarder les projets qu'on a réalisés ces dernières années en IA et qui n'ont pas pu aller aussi loin parce que l'IA générative n'était pas encore en place. Je vous donne un exemple à tous les deux, à ceux qui nous écoutent. On a eu beaucoup de projets de catégorisation des emails pour des services clients. Donc, ce qu'on savait faire, c'était analyser par des approches qu'on appelle encore de NLP, Natural Language Processing. Donc, analyser le texte qu'il y avait dans l'email et à partir de là, lui mettre une catégorie et puis l'affecter, le router à la bonne personne pour que la personne la plus compétente ou la plus directement concernée puisse y répondre. Bon, ben ça, c'était déjà génial. Ça a rendu des services dingues aux services clients qu'on a pu accompagner là-dessus. Mais maintenant, avec l'IA générative, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. En même temps qu'on va catégoriser, qu'on va router le mail à la bonne personne, on va pouvoir directement lui fournir une synthèse, un résumé de l'email, mais aussi de tout l'historique de la relation client avec ce client en particulier. On va pouvoir lui fournir une analyse de l'humeur ou des émotions, du sentiment qu'a le client face au mail qu'il transmet, et puis aussi proposer directement 1, 2, 3 propositions de réponses potentielles au mail, et puis du coup la personne au service client pourra directement choisir la bonne réponse, la compléter, y ajouter son mot personnel s'il le souhaite, et puis la transmettre. On va aller encore du coup beaucoup plus loin dans les services qui sont rendus. Tout à fait, Mick. Je pense que ce serait important de bien expliquer à nos auditeurs que l'IA générative, ça ne va pas uniquement dans un sens pour générer du texte. Ce sont des outils qui sont bidirectionnels. Et d'ailleurs, techniquement, on parle d'encodeur et de décodeur et d'encodeur, techniquement. Et en fait, généralement, si tu veux, quand on pense IA générative, beaucoup à l'encodeur, c'est-à-dire celui qui va générer le texte, mais tu peux aussi utiliser l'IA générative comme décodeur. Et comme tu le disais, effectivement, tu vas pouvoir mixer intelligemment les deux. Donc, par exemple, un autre cas d'usage juridique pour le coup, c'est de mettre toute une jurisprudence dans Azure. Là, tu peux mettre autant de textes de jurisprudence que tu veux, lui soumettre un cas et te demander de l'analyser au vu de cette jurisprudence. Et ça, c'est quelque chose que l'IA générative, malgré le fait qu'elle n'ait pas d'intelligence intrinsèque, est capable de faire extrêmement bien parce que ça reste finalement du langage. Dans les domaines juridiques, il va y avoir beaucoup de choses. Mathieu, toi, tu avais un autre usage en tête dans le domaine du service client globalement. Alors moi, j'en avais deux. J'en avais un dans le domaine du service client, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, et il y a un gros potentiel sur tout ce qui est analyse d'interaction en call center. On a le cas notamment déjà d'un client de Microsoft en Nouvelle-Zélande qui avait utilisé donc pour des finalités d'analyse de données call center, donc qui s'appuyait sur Azure OpenAI Service pour faire une analyse aussi de ce que pensaient les clients lors de différentes interactions téléphoniques. Donc ça marche. Ça peut être mis en place tout de suite. Et aussi, peut-être pour compléter ce que tu disais, dire la force, tu t'évoquais tout à l'heure l'apprentissage par renforcement. Vraiment la force, enfin, vous l'avez testé sur la plupart d'entre vous sur ChatGPT, c'est quand vous posez une question, vous demandez une synthèse sur une problématique donnée, vous allez avoir un retour synthétique, mais qui donne la perception qu'il a été généré par un humain. Et donc ça, c'est la force aussi de cette suite de modèles d'Azure OpenAI. Et donc typiquement, vous pouvez aussi l'avoir pour la génération, donc vraiment avoir des contenus qui donnent la perception qui ont été générés par des humains pour un autre cas d'usage qui est le cas de génération. Donc Didier évoquait les fiches produits. On a aussi un client aux États-Unis qui s'appelle CarMax, un grand retailer de voitures donc sur le marché
de l'occasion. Ils avaient 11 ans d'historique d'avis clients sur plein de modèles, des breaks, des SUV, j'en passe. Et grâce à Azure OpenAI Service, ils ont été capables de générer des fiches synthétiques pour chaque modèle, sont différents types d'usages, et ce en un temps record. Donc, c'est vraiment une réalité, c'est-à-dire que dès maintenant, par rapport à ce type de besoin, ça peut être déployé. Oui, on va revenir en dernière partie de notre échange sur le comment, les conditions clés de réussite, etc. Mais d'ores et déjà, il faut avoir en tête que c'est des projets qui peuvent aller très, très, très vite, puisqu'on part à chaque fois d'une base pré-entraînée. Hein. GPT, ça veut dire ça. Le P, c'est pour pre-trained. Donc, ils sont pré-entraînés avec tout un corpus. Il va falloir réadapter ensuite au cas d'usage et au corpus de texte de l'entreprise. Mais c'est comme ça que les projets vont aussi vite et dégagent autant de valeur. Alors moi, si je repense encore une fois aux projets qui ne sont pas allés assez loin dans les projets d'IA qu'on a pu réaliser dernièrement, on a eu un très très beau projet pour des laboratoires pharma sur de la pharmacovigilance. Où à la R&D, la pharmacovigilance, ils ont énormément d'études qui sortent toutes les semaines. À l'année, c'est plusieurs centaines d'études qui sont publiées sur tous les sujets de pharmacovigilance et les chercheurs n'ont juste pas le temps de tout lire. Et donc, on avait déjà développé des IA qui venaient, encore une fois, catégoriser, trier les études par ordre de pertinence, compte tenu des risques vis-à-vis des médicaments qui étaient mis sur le marché et compte tenu des périmètres de travaux de chacun des chercheurs. Et donc, plutôt que de lire et de taper dans des milliers de documents, chaque chercheur savait exactement dans quel document il devait lire en priorité grâce à cette IA qui venait faire donc du tri, finalement. Là encore, on va pouvoir aller beaucoup plus loin, on va pouvoir faire le tri, mais donner en plus le résumé, mais montrer les points qui sont d'accord sur plusieurs études et puis les points où les différents chercheurs ne sont pas d'accord sur les études, etc., etc. Et ça va encore amener beaucoup, beaucoup plus de valeur et sur tous les sujets de pharmacovigilance. Ce sujet-là, on va pouvoir aussi utiliser sur un thème qui est évidemment bouillant, qui est celui de la transition écologique, de la transition énergétique, de la transition environnementale des entreprises. Il y a énormément de matière, en particulier avec tous les travaux qui sont réalisés par le GIEC, mais cette matière, tout un chacun ne va pas pouvoir la digérer, on n'a pas le temps, on n'a pas toujours les compétences, et là on va pouvoir bâtir soit des chats pour interagir finalement avec ces documents d'une autre manière, soit des analyses dédiées à chaque entreprise sur les grandes leçons qui sont à tirer pour le climat, pour sa propre transition énergétique. Donc, on voit que ça revient aussi au cadre que tu disais, Didier, finalement, dès qu'il y a énormément de textes, dès qu'il y a énormément de littérature, on va pouvoir accélérer sur nos connaissances finalement à partir de cette littérature. Je pense que tu vas mettre les services SVP au chômage, là. Non, je veux mettre personne au chômage. Hein. Mais certainement que les services SVP vont évoluer. Rappelle-toi, Didier, d'ailleurs, on a eu un très beau projet pour un service client dans un domaine très, très technique où on avait déjà mis en place des solutions NLP pour aller trouver la meilleure réponse à un problème technique rencontré par un client. Et l'IA ressortait 3 réponses. Et puis parmi les 3 réponses, on avait la bonne à 90% des cas. La première, la jugée plus pertinente par l'IA, était la bonne à 70% des cas. Donc finalement, ça existait déjà. On va pouvoir faire d'une autre manière et surtout beaucoup plus rapidement, avec beaucoup plus d'infos, beaucoup plus riches. Mais je suis convaincu pour ma part que l'interaction client va rester nécessaire, faite directement par un humain, en tout cas quand il s'agit de bien entendu. Et en fait, ces outils d'analyse de texte sont aussi des outils généralistes en NLP, c'est-à-dire qu'on va pouvoir leur faire analyser toutes les dimensions d'un texte, par exemple, et pouvoir ensuite faire de la comparaison de documents. Par exemple, dans les analyses de marché, ça peut être extrêmement utile pour mettre plusieurs analyses de marché à analyser et de voir les points communs, les différences. Je ne te cache pas que j'ai même utilisé cet outil déjà pour faire ce qu'on appelle des analyses factorielles, c'est-à-dire trouver toutes les dimensions cachées qu'on peut avoir dans un texte, et ça marche très très bien. Ouais, c'est sûr. Ça va être aussi précieux. On a eu des projets là-dessus dans l'assurance. Alors, l'assurance, c'est un domaine que je chéris particulièrement. J'ai eu énormément de projets dans l'assurance en particulier. L'analyse de contrats d'assurance est toujours très complexe parce que derrière chaque garantie d'un assureur, entre un assureur et un autre, on n'entend pas la même chose. Il y a des clauses d'exclusion aussi qui sont très spécifiques. On va pouvoir faire des analyses de marché beaucoup plus fines
là-dessus et sur finalement qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui n'est pas couvert dans chacun des contrats d'assurance. Oui, et je rebondis sur ce que tu dis Ouais. d'ailleurs. Un truc, je connais pas mal de gens qui travaillent dans l'assurance et qui font de la comparaison de contrats. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu es courtier d'assurance, tu reçois deux offres d'assureurs différents pour les proposer à un client. Et en fait, Exactement. des fois, si tu veux, les clauses se jouent à quelques différences près. Et ce sont des contrats qui sont très longs. Ça peut être vraiment super de pouvoir comparer clause à clause et de voir qu'est-ce qui est couvert dans un cas, pas totalement couvert dans l'autre, etc. Alors j'en profite, je suis sûr que vous aussi qui nous écoutez, vous avez plein d'idées de cas d'usage, peut-être déjà explorer des cas d'usage spécifiquement pour votre entreprise. N'hésitez vraiment pas à nous en faire part, on peut organiser une espèce de grand brainstorm de cas d'usage spécifiques avec l'IA générative. Donc n'hésitez pas à nous en faire part dans le module chat, à nous poser aussi vos questions. Il y a déjà un certain nombre de questions qui sont arrivées, on va y répondre dans la partie qui suit. Mais n'hésitez pas à continuer de nous en envoyer, on va les prendre toutes au fur et à mesure. Alors, messieurs, justement, il est le temps, mais on a pas mal parlé de cas d'usage. On pourrait en parler pendant des heures et des heures parce que la réalité de l'IA générative dans l'entreprise va se faire avec les usages. Mais les questions qui se posent aussi aujourd'hui beaucoup sont finalement comment on s'y prend? Est-ce que c'est le bon moment pour y aller, d'une part? Et puis, comment on s'y prend pour faire des projets d'IA générative dans l'entreprise une réussite et que ça apporte véritablement des services pour l'entreprise, pour les métiers, pour les clients, pour toutes les opérations de manière générale. Donc, c'est ce dont on va parler maintenant sur cette dernière partie de notre échange. Alors, Didier, selon toi, quels sont un peu les secrets d'une intégration réussie? Je montrais en intro notre manière d'accompagner depuis l'acculturation, l'idéation, le POC, le projet et puis le change. Quels sont les points clés de la réussite sur ces différentes étapes, en particulier sur l'étape technique de développement des IA? Ouais, alors en fait, tu as un petit peu déjà donné la réponse dans ta question. Et en fait, c'est très important d'être accompagné parce que les IA génératives restent des IA et donc elles suivent les mêmes règles que la plupart des IA qu'on a déjà pu mettre en place. Et pour ça, chez nous, on a développé deux arsenaux, si tu veux, d'outils. Une méthodologie de mise en place, que tu as déjà un petit peu mentionné, qui est une méthodologie qu'on a construite l'année dernière avec les meilleurs spécialistes du sujet et qui est une méthodologie en 16 étapes. Et ce qui est très important de préciser, c'est que on est chez Orange Business et on a vraiment à cœur de faire des IA qui soient éthiques et que l'analyse des risques et l'analyse de l'éthique est présent dans chacune des 16 étapes de la méthodologie et pas uniquement à l'étape de ce qu'on appelle en général l'annotation des données, qui est une des étapes où on trouve la plupart du temps un focus sur l'éthique à ce moment-là. Nous, c'est tout au long de la méthode qu'on fait ce focus. Et puis des offres qu'on a mis en place avec Microsoft pour aller dans Azure, qui sont des offres donc de ce qu'on appelle de co-sell. Et tu l'as déjà mentionné tout à l'heure, donc bien commencer par l'acculturation, parce qu'effectivement, l'IA générative peut faire peur, il peut y avoir de la résistance au changement. Nous, notre pensée, c'est que ça va changer les manières de travailler, ça ne va pas remplacer des gens. Ça, je pense qu'il faut tout de suite le dire. Bon, il y aura des effets de bord, bien évidemment, on n'est pas non plus totalement des bisounours non plus, mais fondamentalement, ça ne remplace pas des gens, ça remplace des tâches et des manières de travailler. Donc, il va falloir, on va pouvoir… Il y a une grande phrase qui tourne beaucoup qui dit ça, c'est que l'humain ne sera pas remplacé par l'IA, mais sera remplacé par un autre humain qui utilise l'IA. Donc c'est une phrase qui appelle un petit peu à l'urgence de se saisir de l'IA. D'ailleurs, je vois que mon appel a bien été relayé. Vous donnez plein d'idées de cas d'usage sur la manière de faire de l'IA pour l'humain. Jean nous en cite quelques-uns. Il dit dans la formation professionnelle, la formation continue pour appliquer de nouvelles procédures. On me dit aussi pour avoir des usages sur des retours d'expérience, de la capitalisation de connaissances. Voilà, c'est autant de bons exemples, effectivement. Didier, on a une question qui va s'adresser directement à toi, qui nous est posée par Alain. Alain nous demande, est-ce que vous pensez que les bases de données vectorielles en combinaison avec des modèles GPT fine-tunés et adaptés à un cas d'usage sont une bonne solution à des modèles qui seraient de
trop grande taille? Est-ce que ça permettrait de résoudre des cas de comparaison de documents, de contrats, etc., etc. Est-ce que voilà, associer finalement le meilleur des deux mondes? Et Didier, j'ai directement une question qui va un peu avec, qui est quand on est dans l'analyse de documents, pour commencer à avoir des réponses qui sont pertinentes. Cette question nous est posée par Elvis. Merci Elvis de la question. Combien il va falloir envoyer de documents? Est-ce que effectivement, comme à l'ère du big data, il faut beaucoup de volume pour commencer à sortir des choses concrètes ou pas? Voilà, je vous soumets un peu tous les deux ces deux questions ensemble. Je vais commencer par la deuxième, puis la première qui est plus technique après. En fait, l'avantage de GPT, qui est pre-trained, comme son nom l'indique, c'est que lui a été formé pour être capable d'interagir avec la langue et même au moins 25 langues différentes. Et donc, il n'y a pas besoin de le réentraîner sur le point de vue langage. Après, quand tu vas donner un document à synthétiser, si tu veux, tu n'as pas besoin d'un autre document. En fait, tu peux envoyer ton document dans Azure, tu le fais synthétiser, il donne la synthèse tout de suite. En fait, lui, si tu veux, va créer une espèce d'espace vectoriel d'idées. En fait, on peut vraiment le dire comme ça. Alors, c'est un espace monstrueusement gigantesque, mais non, mais il faut dire les choses comme elles sont. On rappelle ce que dit Mathieu, 173 milliards d'hyperparamètres utilisés pour entraîner GPT. Donc, oui, et ça, c'est GPT-3. Maintenant, avec GPT-4, je crois savoir, je n'ai pas les chiffres officiels, mais que c'est 5 fois plus. Donc, du coup, si tu veux, on va être capable de synthétiser un document comme ça à la volée. Après, si tu veux faire un contexte, de toute façon, si tu veux, aujourd'hui avec GPT-4, tu es limité à 25 000 tokens. Donc, un token, c'est à peu près un mot. Donc, tu es limité à 25 000 mots sur le contexte de la question que tu poses. Donc, ça, bon, 25 000 mots, ça correspond à une cinquantaine de pages, voilà, à peu près. Et ça, c'est les limites d'aujourd'hui. De ce qui va pouvoir, si tu veux, être rentré dans le contexte de ta question. Maintenant, je suis à peu près sûr que ça va augmenter beaucoup dans le futur et que tu vas pouvoir augmenter ça très fort. Alors, ça, c'est pour la deuxième question. Donc, il n'y a pas de limite minimum. Ouais, juste au passage, tu as répondu à une question de Julien, mais je vais la formaliser pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Julien nous demande, en utilisant Azure OpenAI, le modèle utilise les données de l'entreprise pour ce qu'on va lui donner en prompt et en réentraînement, mais utilise-t-il aussi les données corpus qui sont dispo dans ChatGPT, donc tout cet pré-entraînement avec Wikipédia qu'on a cité, etc., afin d'être plus pertinent? Julien, la réponse est clairement oui, directement. C'est ça qui fait la solution, la puissance des solutions d'Azure OpenAI dont on parle ce matin. Oui, et en plus, tu peux rajouter ces 25 000 tokens de contexte qui vont pouvoir enrichir encore plus la façon de répondre de l'outil. Pour répondre à ta première question par rapport aux bases vectorielles, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, ces outils-là sont des outils vectoriels. C'est-à-dire que la première couche de GPT, c'est une couche qu'on appelle de embedding, qui transforme tous les mots de à peu près toutes les langues. Alors, bon, il y a à peu près 50 000 mots pris par langue, mais on va dire un énorme corpus de mots en un espace vectoriel, alors de très très grande dimension, puisque là, on peut avoir des vecteurs qui ont jusqu'à 1000 dimensions, facile, et probablement au-delà dans le futur. Donc, ces immenses bases vectorielles sont déjà existantes. Par contre, il ne faut surtout pas les modifier. Parce que, si tu veux, c'est vraiment la base sur laquelle il a été entraîné, et ça, tu ne peux pas y toucher. Ouais. Ce que tu peux toucher, c'est le contexte, mais pas les bases vectorielles d'entraînement. Ça, ce n'est pas possible. D'accord. Merci pour ces éléments, Didier. Toi, Mathieu, de ton côté, quels seraient les grands facteurs clés de réussite de ces projets que tu vas appréhender d'un point de vue technologique quand ça se déroulera en particulier sur les plateformes Azure OpenAI? Je pense que, enfin là, vous l'avez évoqué tous les deux, il faut partir déjà du besoin, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est quoi le use case prioritaire qui va amener la plus de valeur à l'entreprise. Et après, par rapport à ça, alors sans rentrer dans tous les détails, mais il peut y avoir différentes architectures, on peut aller jusqu'à faire du fine-tuning, c'est-à-dire réentraîner un modèle spécifique par rapport à des corpus de documents de l'entreprise. Il faut voir si ça fait sens, parce que
C'est un coût aussi d'entraînement, après de stockage de ce modèle qui va rester la propriété de l'entreprise, je le rappelle. Mais on n'a pas forcément besoin de faire ça. Des fois, avec juste des mécanismes de ce qu'on appelle de prompt engineering, on peut de façon habile voilà, obtenir de bons résultats. Il y a aussi l'idée déjà, oui, tout à fait. Donc, par rapport à tout ça, je dirais, mon conseil, ce serait aussi de vous faire accompagner, d'avoir des personnes qui sont bien formées, aussi qui connaissent bien l'ensemble des produits et services d'Azure pour pouvoir l'orchestrer dans Azure OpenAI Service. Du coup, puisqu'il y a tout un volet aussi de projets tech quoi, pour aller au-delà du POC et de l'industrialiser. Donc, il faut bénéficier, avoir la bonne expertise pour réussir et mener à bien ce projet. Donc, je dirais aussi, un de mes conseils, ce serait voilà, contacter vos correspondants Orange Business, Business et Décision pour voir comment avancer. Ça, on a votre discours pour le faire, effectivement. Enfin, par rapport aussi aux questions, enfin, je voulais vraiment réinsister, hein, on l'a déjà dit, mais c'est super important par rapport à ChatGPT, la version grand public, donc sur laquelle tout le monde peut jouer. Donc à chaque fois que vous donnez dans vos prompts des instructions ou des data, elles servent à alimenter l'entraînement du modèle. Donc sur OpenAI Service, notre promesse, c'est que vos données, donc les données de l'entreprise, restent votre propriété. Donc, quelle que soit après l'architecture, ça ne va pas servir à entraîner un modèle, que ce soit un modèle d'OpenAI ou Microsoft. Et puis après, on a toutes ces couches de sécurisation. Vous pouvez utiliser vos propres clés de chiffrement. Enfin, ça, c'est super important. Vous avez vu, des fois, il y a eu des histoires de leakage de données de Samsung. Enfin, il faut faire super attention à ça. Et donc, c'est vraiment notre promesse d'offrir tout cet environnement sécurisé. Alors, tu réponds au passage, merci Mathieu, à une question que nous a posée Yann Herlé en tout début de webinaire, qui s'inquiétait d'un flou juridique un petit peu actuellement autour de ces solutions côté grand public et qui se demandait est-ce qu'il est bien prudent d'avancer aujourd'hui dans l'entreprise. Clairement, Yann Herlé, la réponse est oui, puisque s'il y a ce flou juridique sur la partie grand public, sur la partie entreprise, l'entreprise est liée à un contrat commercial avec Microsoft quand on utilise Azure OpenAI, et donc on retombe dans un fonctionnement juridique assez classique vis-à-vis du développement dans l'entreprise. Donc il n'y a pas trop de risques à y aller de ce point de vue-là. Ouais, j'ajouterais un truc, c'est que Mick, je crois que c'est important de dire qu'il y a moins de risques sur la partie texte que sur la partie image, vidéo et musique. Parce que sur la partie texte, en fait, l'entreprise, les textes qu'elle va manipuler, c'est des textes professionnels qui d'ailleurs en général lui appartiennent, etc. Donc, il n'y aura pas trop de soucis. Sur la partie image, sur la partie musique, son, vidéo, etc., il peut y avoir des problèmes de droit d'auteur beaucoup plus importants. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce premier webinaire, on le fait sur la partie texte, en fait. Oui, bien sûr. On le fait pour cette raison-là et on le fait aussi parce que moi, je suis convaincu que c'est là qu'il y a la plus forte valeur à trouver le plus vite pour l'entreprise en tous les cas. On arrive au terme de ce webinaire. On va terminer pile poil à l'heure, à midi. J'adore. Alors, je suis désolé, Courage, je suis désolé, Céline, je suis désolé, Mariem, je suis désolé, Siamak, je suis désolé pour toutes les personnes. Il y en a encore d'autres qui nous ont posé des questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Je vous propose qu'on continue les échanges, ne serait-ce que par LinkedIn. Tant Didier que moi, que Mathieu aussi, je pense, sommes assez présents sur LinkedIn et assez réactifs sur ce média-là. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous, à poursuivre les échanges. Ce sera très, très volontiers. Pour ceux qui nous suivent, on pourra poursuivre les échanges aussi lors du Roadshow Data IA, donc qui passera, je vous le rappelle, par Nantes, Lyon, Bordeaux, Marseille, et avec une date, j'ai cité Lyon, oui, j'ai cité Lyon, et une belle date aussi à Paris en fin d'année. Et puis, restez connectés pour ces webinars. Sachez aussi qu'on prépare beaucoup de contenu chez Business et Décision autour de l'IA générative, donc on sera forcément amené à en reparler. Didier et Mathieu, un grand merci pour vos enseignements, pour avoir partagé tous ces éléments sur ce webinaire. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci à tous, à bientôt. Salut, au revoir Mathieu, merci.